J'espère que vous allez bien, ou en tout cas que vous tenez le coup. Apparemment, tout critique devient immédiatement suspect. Ceux qui remettent en question la viabilité, l'efficacité et la rentabilité d'un projet comme celui de Ralbe-Billet et qui pointent du doigt l'énorme gâchis financier qu'il représente seraient des traîtres à la patrie. C'est ce qu'on nous assène pour justifier l'arrestation de l'économiste Djeloul Sama, actuellement retenu à la brigade de Bab Djoudid. Nous voilà étiquetés comme les ennemis de ce méga-projet, ceux qui osent tirer la sonnette d'alarme et prévenir des graves répercussions à venir. Mais soyons clairs, en termes de retour sur investissement, c'est pratiquement nul. Et non seulement on peut se passer de Ralbe-Billet, mais l'Algérie pourrait bien en sortir gagnante. Car, vous allez le voir dans cette émission, ces milliards, ces dizaines de milliards qu'on compte consacrer à ce projet pharaonique peuvent dépasser les 30 milliards de dollars. Et pour quel résultat ? Avec ce montant, on pourrait financer une dizaine de projets industriels et énergétiques de grande envergure qui boosteront réellement notre économie. Ce projet, on le sait, a le soutien indéfectible de Abdelmadjid Tebboune, le fameux président Soleil, comme on aime à l'appeler. Ce n'est pas un simple projet économique, loin de là. Non, c'est bien plus que ça. C'est une affaire personnelle. Pour Tebboune, Ralbe-Billet n'est pas une question de rentabilité, mais une occasion en or de donner un coup de pied symbolique au Maroc, de lui prouver qu'il est celui qui mène la danse, qu'il a mis le pays voisin à sa place et que son bras de fer avec le royaume est désormais une victoire incontestable. Ce projet, au fond, c'est une histoire de fierté nationale et d'ego, purement et simplement. Et quand les partisans de Ralbe-Billet nous expliquent, la main sur le cœur, que ce projet est crucial, c'est qu'il permettrait soi-disant à l'Algérie de ne plus dépendre des importations de minerais de fer en produisant localement pour satisfaire nos besoins. Une belle promesse, n'est-ce pas? Un sauvetage économique qui, à en croire certains, nous épargnerait des milliards de dollars. Mais est-ce vraiment la vérité? C'est ce que nous allons examiner, argument après argument. Alors, on nous dit que dépenser une dizaine de milliards de dollars pour Ralbe-Billet n'est pas un problème, puisqu'on pourra les récupérer grâce à nos importations. Une belle promesse, mais qui repose sur un mensonge flagrant. Voyons les chiffres de plus près. En 2023 et 2024, l'Algérie a importé pour 1,13 milliard de dollars de minerais de fer et de produits sidérurgiques. Un chiffre bien en dessous de ce qu'on importait dans les années 2010, où les importations dépassaient les 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce que nous importons principalement, c'est du rond à béton, un produit sidérurgique de base utilisé massivement dans la construction et les travaux publics. Et devinez quoi? Nous sommes totalement autosuffisants dans ce domaine et nous n'en importons même pas. Ce qu'on achète à l'étranger, ce sont des aciers plats pour l'industrie automobile, des tuyaux sans soudure pour le secteur pétrolier et quelques autres produits en acier spécifique, pour un total d'environ 1,2 milliard de dollars. Voilà la réalité derrière les chiffres. Alors, de quelle manière ces milliards dépensés pour Ralbe-Billet vont-ils réellement nous faire économiser? On peut en douter. Alors, qu'est-ce que l'Algérie exporte vraiment? Eh bien, on exporte du béton. Et vous savez quoi? On est complètement autosuffisant, à tel point qu'on réussit même à en vendre à l'étranger. Entre 2013 et 2024, l'Algérie a exporté près de 2 milliards de dollars de produits. Et devinez quoi? La facture des importations n'était que de 1,13 milliard, tandis que les exportations s'élevaient à 1,12 milliard. C'est un équilibre quasi parfait. Avant le lancement du projet Ralbe-Billet, entre 2023 et 2024, ce dernier ne nous fournissait aucune matière première utile à notre économie. En ce moment, on produit à peine 3 millions de tonnes, un chiffre ridiculement bas. Avant tout ça, on était bien équilibré. On importait 1,13 milliard de dollars et on exportait 1,12 milliard. Pas de souci donc concernant notre balance commerciale en matière d'acier et de sidérurgie, puisqu'on exportait autant que ce qu'on importait. Simple, direct et parfaitement équilibré. C'est aussi net que ça. Alors, quelle valeur réelle Ralbe-Billet va-t-il ajouter à l'Algérie en matière d'importation ou d'exportation? Rappelons que notre balance commerciale est déjà bien équilibrée. Ce n'était pas le cas sous Bouteflika, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des projets comme celui du complexe de Bara ou de Tocheli n'étaient pas encore pleinement opérationnels. L'État algérien avait aussi lancé une multitude de grands travaux, comme l'autoroute Est-Ouest, les métros, les tramways et même la grande mosquée d'Alger, qui ont tous englouti une quantité colossale d'acier.
Aujourd'hui, ces projets sont presque terminés et nous n'avons pas encore entamé de nouveaux méga-projets. La situation a changé. Nous avons désormais la capacité de couvrir nos besoins locaux tout en continuant à exporter. Donc, le prétexte qui nous dit qu'il faudrait dépenser une dizaine, voire 30 milliards de dollars pour ralbiler simplement pour réduire nos importations est totalement infondé. Nous importons déjà peu et nos exportations sont équivalentes à nos importations. Passons maintenant au coût réel de ralbilé. Vous me demandez souvent, Abdou, pourquoi parles-tu de 30 milliards de dollars alors que parfois tu évoques plutôt 12 à 15 milliards? Eh bien, on va enfin décomposer tout ça et vous fournir des chiffres clairs et détaillés. Le projet ralbilé comporte deux types de coûts, les coûts directs et les coûts indirects. Les premiers, qu'on estime à plus de 15 milliards de dollars, pourraient bien atteindre 20 milliards à mesure que le projet avance et que les infrastructures commencent à être pleinement opérationnelles. Je vais vous détailler cela en plusieurs catégories. Les dépenses directes comprennent toutes les dépenses liées aux infrastructures, à la production, à l'exploitation et à la commercialisation du fer extrait de ralbilé. Ensuite, on a les dépenses indirectes, telles que celles relatives à l'eau, à l'énergie et à d'autres ressources nécessaires. Par exemple, ralbilé va nécessiter 3 millions de mètres cubes d'eau, sans compter le gaz et l'électricité qu'il consommera. Actuellement, il engloutit presque 1 milliard de dollars en gaz et à terme, d'ici 2040, lorsque le projet sera entièrement opérationnel, ses besoins en gaz pourraient atteindre 4 à 5 milliards de dollars. Une facture salée donc, et cela sans compter d'autres frais liés à l'infrastructure. Cela représente des dépenses indirectes. Imaginez, au lieu d'exporter notre gaz pour générer des revenus, on le consomme ici pour alimenter le projet ralbilé. C'est de l'argent qu'on jette littéralement dans ce projet, sans retour. L'eau, bien sûr, fait aussi partie de la note. Et n'oublions pas l'électricité, qui demande une somme colossale de 150 millions de dollars par an, ce qui pèse encore sur la facture. Mais ce n'est pas tout. Ce sont des coûts indirects. Passons maintenant aux coûts directs. Ceux-là sont bien plus lourds. Ralbilé exige la construction d'un complexe minier à ciel ouvert pour l'extraction du fer à billet, sans parler des unités de déphosphoration pour purifier le minerai, appelées ainsi pour leur capacité à éliminer le phosphore. Il faut également des complexes de transformation hydrométallurgique et des infrastructures ferroviaires pour transporter le tout. Ajoutez à cela les infrastructures de soutien, des stations de pompage d'eau, des centrales solaires pour l'électricité et même une petite ville pour loger et nourrir les travailleurs. Ces dépenses-là, ce sont les coûts directs et ils risquent d'être bien plus importants qu'on l'imagine. Maintenant, parlons des coûts indirects, ceux qui ne sautent pas aux yeux immédiatement. Le projet ralbilé est encore loin de son plein potentiel. Aujourd'hui, la production est bien modeste, entre 2 et 3 millions de tonnes. Mais il faudra attendre 2040 pour atteindre l'objectif de 50 millions de tonnes. Et là, tout va changer. Parce qu'à mesure que la production augmente, la consommation d'énergie, de gaz et d'eau va exploser. C'est une toute autre échelle de dépenses qu'il faudra prendre en compte. En 2030, lorsque la production devrait dépasser les 30 millions de tonnes, voire 40 millions, les besoins en ressources énergétiques et en eau vont augmenter de manière vertigineuse. À ce moment-là, ralbilé représentera entre 15 et 20 % de la consommation nationale de gaz naturel, ce qui est absolument colossal. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque la production est à 2 à 3 millions de tonnes. Alors, restons concentrés sur ce que l'on sait aujourd'hui. En termes d'infrastructure, le fameux trait de 950 km destiné à transporter le minerai coûtera déjà 5 milliards de dollars. Mais avec tous les frais annexes, comme les infrastructures supplémentaires et les ouvrages d'art, le total pourrait grimper jusqu'à 7 milliards de dollars. Voilà, vous commencez à voir l'ampleur de la dépense. Pour commencer, les dépenses liées à ce projet sont multiples et massives. Il faudra d'abord prévoir le terrassement dans des zones désertiques, la pose des rails, l'aménagement des ouvrages d'art, la mise en place des garde-fous et, bien sûr, l'équipement minier nécessaire pour l'exploitation. La signalisation des rails, les équipements de télécommunication, la construction des bases de vie, la logistique, ainsi que les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour garantir la réussite de ce projet, tout cela fait partie des premières dépenses. Ensuite, il y a les coûts liés au développement et à l'exploitation minière.
Il s'agit de préparer le site de la mine de Ralbillet avec des opérations de décapage, d'acquisition d'engins miniers lourds et de mise en place des infrastructures nécessaires. Ce projet nécessitera des puits, des carrières à ciel ouvert, des convoyeurs et toute une série d'équipements de sécurité industriels. Les bases techniques et les campements pour les travailleurs sont également des éléments à prendre en compte. Les estimations de ces coûts varient. Ils oscillent entre 2 milliards de dollars dans l'estimation la plus basse et jusqu'à 4 milliards de dollars dans les estimations les plus optimistes, en fonction des équipements et des normes industrielles choisies. Il y a ensuite l'unité dédiée à la déphosphoration du minerai de fer, un processus crucial pour enlever le phosphore. Cela peut être estimé entre 3 et 5 milliards de dollars selon les choix technologiques. Si on opte pour des solutions innovantes, notamment avec des technologies chinoises à la mode du gouvernement Tebboune, on pourrait tabler sur la fourchette basse de 3 milliards. Mais soyons réalistes. Avec les usines de traitement, la déphosphoration chimique, la séparation et l'enrichissement du minerai, le traitement des rejets d'argile et un laboratoire pour contrôler la qualité, on se rapproche plutôt des 5 milliards. Ensuite, il y a la création du complexe sidérurgique et industriel à Touet, près de Bchar. Ce projet nécessitera un investissement conséquent, compris entre 1,5 et 3 milliards de dollars en fonction des besoins. Pourquoi cette somme? Parce qu'il faudra des hauts fourneaux, des usines de pelletage, des laminoirs, de la sidérurgie et toute la logistique industrielle qui va avec. Bref, vous l'aurez compris, cela va coûter très cher, entre 1,5 et 3 milliards de dollars. Commençons par les infrastructures énergétiques, un élément clé du projet. Il va falloir construire des centrales électriques, mettre en place des lignes à haute tension, des usines de forage, des systèmes d'approvisionnement en eau et bien sûr des routes minières. Les ports devront aussi être adaptés et des sites de stockage seront nécessaires. Tout cela, c'est un coût qui pourrait atteindre les 3 milliards de dollars. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble du tableau. Du côté des infrastructures ferroviaires, on parle d'un coût supérieur à 4 milliards de dollars. En réalité, avec les dépenses imprévues, le total dépasse déjà les 5 milliards. Mais restons optimistes et retenons les estimations de base. Pour l'exploitation minière, on parle d'un minimum de 4 milliards de dollars. Le traitement et la purification du minerai de fer, une somme avoisinant les 5 milliards de dollars. Quant à la transformation du minerai en produits sidérurgiques, on envisage un investissement de 3 milliards de dollars. En ce qui concerne la consommation d'eau, d'énergie et les coûts logistiques associés, on commence avec une estimation d'au moins 3 milliards de dollars, mais il est tout à fait possible que cela dépasse les 4 ou 5 milliards. Vous voyez le tableau? Alors, pour que le projet Ralbe-Billet soit entièrement fonctionnel, il va falloir prévoir une dépense directe qui frôle les 19 milliards de dollars. Ces 19 milliards, ce sont les coûts directs, les dépenses que l'on ne peut pas éviter. Mais ce n'est que le début. Au-delà de cela, il y a les dépenses indirectes qui viendront s'ajouter. Plus on produit de fer, plus on doit le purifier, ce qui signifie que la consommation de gaz va augmenter et comme vous le savez, le gaz sur le marché mondial ne cesse de voir ses prix grimper. Ajoutez à cela la hausse inévitable des coûts de l'eau, car chaque année, ce sont 3 millions de mètres cubes d'eau qui seront nécessaires, sans oublier les effets du réchauffement climatique qui compliquent encore tout. Et pour transporter cette eau, il faudra construire un réseau de transfert entre Adrar et Tindouf, ce qui représente encore un coût considérable. Ensuite, il y a l'entretien des infrastructures, un poste de dépense qui ne va pas s'arrêter là. Et n'oublions pas l'électricité, dont la consommation va augmenter à mesure que la production de Ralbe-Billet monte en puissance. Au final, si on prend en compte tous ces facteurs, les charges sociales, les frais de transport, les coûts liés au recrutement et aux bases de vie, on arrive rapidement à un total de 30 milliards de dollars, entre les dépenses directes et indirectes. Un joli chiffre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment gagner avec ce projet? Vous allez peut-être me dire qu'avec Ralbe-Billet, on va réaliser des bénéfices. Mais franchement, si on regarde les choses de plus près, on n'a même pas besoin de Ralbe-Billet pour l'instant. Notre balance commerciale en matière de fer et de produits sidérurgiques est déjà équilibrée. Actuellement, avec la production telle qu'elle est en 2026, on n'atteindra même pas les 3 millions de tonnes. Depuis 2025, c'était 2 millions de tonnes. Et cette année, c'est encore 2 millions. Ces chiffres de 2 millions de tonnes, en réalité, sont davantage des chiffres politiques qu'autre chose.
On sait bien que l'ex-PDG de Sonarem, l'entité principale gérant Râle Billet, a été renvoyé. Il avait demandé à partir, mais en vérité, c'est lui qui a demandé à être limogé à cause de l'attitude face à ces chiffres farfelus qu'on a envoyés à Tebboune. On n'arrive même pas à produire 2 millions de tonnes. En 2026, dans le meilleur des cas, on pourrait peut-être atteindre 3 millions de tonnes. Si on arrive à exporter 50 à 70 % de ce minerai, cela rapportera 1,8 milliard de dollars. Mais attendez, le train Bachar-Tindouf, lui, va nous coûter plus de 5 milliards et jusqu'à 7 milliards si on prend en compte l'entretien. Donc, avec une production de 3 millions de tonnes, même si on exporte à 70 %, on gagnera 1,8 milliard de dollars. Vous comprenez? Il faudra environ 6 ans pour qu'on rentabilise ne serait-ce que le train. Et là, je ne tente même pas des coûts pour le gaz, l'électricité, l'eau et toutes les autres dépenses liées aux usines de transformation. Et tout le reste. Le calcul est d'une simplicité enfantine, rien de plus clair. C'est une perte sèche, pure et simple. On parle de 20 milliards de dollars pour la première phase. Et en retour, on espère gagner à peine 1,8 milliard avec 3 millions de tonnes de production. Pour que l'Algérie puisse réellement faire de l'argent, il faudrait que la production atteigne 45 millions de tonnes. Et encore, il faudrait que 60 % de cette production parte à l'exportation. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on produit avec Râle Billet est destiné à la production locale, principalement pour le marché intérieur et Toyel. On peut aussi parler de Routali, qui sera le principal bénéficiaire de ce projet, mais ça, c'est un autre sujet. Une fois que nous aurons atteint ces 45 millions de tonnes, il faudra exporter 60 % de la production pour espérer générer 2,7 milliards de dollars par an. Mais pour arriver à ce chiffre, il faudra attendre 2040, car à ce rythme-là, il ne sera possible de produire 45 millions de tonnes qu'en 2035. Alors, on parle d'attendre jusqu'à 2035 pour espérer exporter 2,7 milliards de dollars. Et ça, c'est si tout se passe comme prévu. Mais qui sait, d'ici là, les prix de l'acier pourraient bien s'effondrer, et ce qu'on pensait gagner pourrait se transformer en une somme bien inférieure. Donc, au final, avec près de 30 milliards d'investis, on n'est même pas sûr de récupérer 2,7 milliards d'ici 2035. Il va falloir attendre encore 10 ans pour espérer récupérer l'argent qu'on a déjà injecté dans ce projet. Autant dire que cet argent est déjà perdu. Alors, quel est le meilleur scénario qu'on nous propose? Eh bien, on nous dit qu'en 2040, on pourra produire 50 millions de tonnes et que 70 % de cette production sera destinée à l'exportation. Mais pas juste du minerai de fer, non. Il s'agit de transformer cette matière en produits dérivés, avec de la vraie valeur ajoutée, comme on aime le dire. Si tout se passe comme prévu, on pourrait générer 4,2 milliards de dollars par an avec ces exportations. Mais soyons honnêtes, en 2040, atteindre même 4 milliards paraît déjà un peu tiré par les cheveux. Et les plus optimistes prévoient 8 milliards d'ici 2045. Mais attendez, en 2045, Râle Billet, peut-être qu'il sera déjà obsolète. Une nouvelle révolution technologique pourrait avoir lieu d'ici là. Mais bon, imaginons qu'il ne disparaisse pas, dans tous les cas, le monde de 2045 sera totalement différent, avec des changements technologiques et climatiques qui vont chambouler tout ça. Et franchement, qui peut encore dire que l'acier sera la star du marché dans 20 ans? De nouveaux matériaux de construction feront sûrement leur apparition, et personne ne peut garantir que l'acier sera encore aussi cher dans ce futur incertain. Dans le meilleur des cas, on pourrait espérer 4 milliards de dollars. Mais pour arriver à 8 milliards, il faudrait que notre industrie locale soit non seulement solide, mais extrêmement développée, avec un taux d'intégration de haut niveau. Il faudrait que Râle Billet génère une production de 50 millions de tonnes dans les années 2040. Et encore, d'ici là, on aurait déjà dépensé plus de 30 milliards de dollars, ce qui est faramineux. C'est colossal, absolument énorme. Et soyons clairs, il est presque certain qu'on ne récupérera jamais cet argent. Ce n'est pas pour plaire au Maroc, et certainement pas pour trahir notre propre pays, que ce projet est mis en place. Quand on dit que ce projet est un gouffre financier, Tebboune doit absolument prendre conscience de la réalité. Moi et bien d'autres experts et journalistes, nous vous le disons avec des preuves concrètes, tout ce que j'avance peut être vérifié. Les chiffres sont là pour étayer nos propos. Ce projet est une aberration économique.
Il ne sera rentable que si, d'ici 2040 à 2050, nous avons une industrie locale connectée et compétitive. Mais ce n'est clairement pas le cas pour l'instant. Il existe d'autres moyens de tirer profit du fer. D'autres projets sidérurgiques, beaucoup moins coûteux, pourraient rapporter autant, voire plus. Comme je l'ai mentionné au début de cette discussion, notre situation actuelle en matière d'importation est équilibrée. Nous n'avons aucun déficit dans ce domaine. Il y a des secteurs bien plus stratégiques où ces 30 milliards de dollars pourraient être investis. Plutôt que de dépenser 7 milliards pour un train entre Bachar et Tindouf, pourquoi ne pas investir au nord, dans des TGV reliant Alger, Bab el-Oued, Oran et d'autres villes, des trains à grande vitesse, à plus de 200 km/h? Ou alors investir dans des domaines plus futuristes, comme les énergies renouvelables ou le gaz de schiste. Ce sont des options qui auraient beaucoup plus de sens. Le gaz restera un bien stratégique, sans surprise, jusqu'en 2050, c'est une certitude. Personnellement, si j'étais à la place de ceux qui prennent les décisions, je privilégierais plutôt les investissements dans les énergies renouvelables, histoire de réduire ma dépendance au gaz tout en diversifiant mon mix énergétique. Pourquoi ne pas investir également dans des secteurs bien plus prometteurs, comme l'industrie mécanique, l'électronique ou même les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Sans oublier le tourisme, un secteur qui pourrait rapporter beaucoup plus. Et là, je parle de domaines où les retours sur investissement seraient bien plus garantis, contrairement à Ralph Billet, qui lui ne promet même pas un retour sur l'investissement. Les chiffres que je donne, ce sont des faits vérifiables, encore une fois. Ce sont des vérités que l'on peut confronter à la réalité sur le terrain. Tebboune doit ouvrir les yeux. Sa haine envers le Maroc et son amour démesuré pour son ego sont en train de l'aveugler, même économiquement. Et croyez-moi, cela va nous coûter cher. Très cher. Très cher.